Tout de suite, le bonus de pulsation avec le professeur Giovanni Frisoni. C'est donc la maladie d'Alzheimer, une maladie relativement connue, en tout cas son terme qui nous réunit aujourd'hui. Il existe beaucoup de maladies neurodégénératives, il existe des similitudes. Le grand public se mélange entre les différentes pathologies. Est-ce que la maladie d'Alzheimer est souvent mise en avant alors qu'elle n'est pas forcément toujours présente, ou au contraire on écarte systématiquement la maladie d'Alzheimer? Il y a comme ça des similitudes et des frontières qui sont difficiles à définir. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme démence sénile, c'est le terme générique. Parler de démence, c'est comme parler de cancer. Cancer, oui, mais lequel? Démence, bien, mais laquelle? On peut avoir le cancer au poumon, le cancer à l'estomac, et pareillement, on peut avoir la démence d'Alzheimer, la démence à corps de Levy, la démence frontotemporale et d'autres démences moins fréquentes. À quel moment un patient ou son entourage doit s'inquiéter et donc venir consulter pour imaginer dans un deuxième temps un diagnostic précis? À quel moment il faut s'inquiéter d'une perte de mémoire, parce que nous en avons tous des pertes de mémoire, elles sont simples, ou sont mes clés, ou mon téléphone. À quel moment une perte de mémoire habituelle devient inquiétante? Il faut s'inquiéter quand les pertes de mémoire deviennent plus sévères et plus fréquentes. Et quand, dans une période de quelques mois, les oublis deviennent de plus en plus fréquents. Une fois que le patient est dans cette situation de démence, avec une perte de repère totale, quelle est sa part de souffrance physique, mais aussi psychologique? On le sait? On le sait d'une façon partielle, parce que la plupart des patients ne sont pas en mesure de parler de sa souffrance. Le médecin et le psychologue, ils ont le sentiment de la souffrance par rapport au comportement que le patient il montre. Le patient, il vit dans une angoisse vitale, une angoisse quotidienne que normalement il n'est pas en mesure d'expliquer, mais on peut l'apprécier. On a le sentiment de l'angoisse. L'angoisse qui est due au fait que le patient se trouve en équilibre entre un passé dont il n'a plus les coordonnées et un futur qu'il n'est plus en mesure de programmer, parce qu'il n'a plus les coordonnées du passé. Et ça va générer une angoisse quotidienne. Le comportement du patient peut être compris si on pense à la mémoire comme à un film où on a le présent à ce moment-là, et puis après, les photogrammes il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, et là, la maladie va effacer les souvenirs les plus récents, et au fur et à mesure que la maladie va progresser, les oublis, les souvenirs les plus anciens vont être effacés. Et après une certaine période, un certain nombre d'années entre la maladie, le présent mental du patient, c'est le passé de 30 ans en arrière. C'est pourquoi il se passe fréquemment que les hommes qui voient son épouse, ils voient une femme âgée et ils pensent que ce soit son mère. Parce que son présent, c'est le présent de 30 ans en arrière. Et pour les proches, c'est terrible. Ils ont vraiment de la peine à accepter ce moment-là. Et que faut-il faire? Il vaut mieux le contredire pour le ramener dans la réalité, ou au contraire, presque l'accompagner dans sa dérive, pour le faire moins souffrir? Ce qu'on conseille toujours, c'est de ne pas contrarier le patient, parce que ce que le patient il dit, c'est sa réalité. Et
si on le contredit, c'est comme nier la réalité. C'est comme si je vous dis, je ne suis pas professeur Frisoni, je suis votre père. Vous me dites, vous êtes fou. Et la réaction des patients, c'est de devenir agité et plus confus. Mais il y a toujours une porte d'entrée pour communiquer avec le patient. Vous savez que dans la phase la plus avancée de la maladie, le patient n'est plus en mesure de parler. Et le canal verbal n'est plus utilisable. On ne peut plus l'utiliser pour communiquer avec le patient. Mais on peut utiliser d'autres canaux de communication, comme par exemple l'expression faciale. Les patients restent capables de comprendre l'expression faciale, même quand ils ne sont pas plus capables de parler. On peut utiliser le touche. On a plusieurs expériences que les patients agités, quand on le caresse, ils deviennent plus calmes. Même les patients qui ont perdu l'odorat, ont perdu le goût, ont perdu le langage, ils sont toujours en mesure d'apprécier le touche. Et une observation très intéressante, c'est que il y a des patients qui s'opposent quand il faut faire la douche, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sentent de l'eau sur la tête, ils ne comprennent ce qui se passe et ils deviennent agités. Et j'ai eu des proches qui ont compris que pour convaincre le patient, il faudrait se déshabiller et entrer dans la douche avec eux et les embrasser. Et dans cette façon-là, ils ont arrivé à faire la douche au patient. Mais ils ont fait la douche ensemble. Mais il faut de la sensibilité. De la sensibilité, mais il faut de l'amour pour comprendre ce genre de choses-là. Au moment des premiers symptômes, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à consulter pour avoir un diagnostic rapide. À quoi ça sert d'avoir un diagnostic rapide de la maladie ? Le diagnostic précoce, ça sert à expliquer aux patients et aux proches ce qui se passe. Et ça sert aux patients et aux proches pour mieux gérer les problèmes quotidiens. Deuxièmement, on peut ordonner des médicaments qui retardent le développement de la perte d'autonomie de 6 mois à 12 mois. Et troisièmement, le diagnostic précoce, ça sert à éviter des médicaments qui peuvent empirer le comportement et même la performance cognitive des patients. Dernier aspect autour de cette maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui fait peur à ceux et celles qui aujourd'hui se posent la question, serais-je touché un jour ou l'autre. Il y a une peur, vous avez évoqué l'angoisse des patients qui vivent cette maladie, notamment au début des symptômes, quand ils sont en pleine conscience. Vous avez le sentiment que vous travaillez sur un sujet qui fait peur ? Oui. Les patients et les proches, ils ont très souvent peur et l'une des difficultés que les médecins ils ont toujours, c'est d'utiliser le mot Alzheimer. Parfois, il est très difficile d'utiliser le mot Alzheimer avec le patient, presque toujours, mais tout fréquemment, même avec le proche. Et d'un côté, le médecin, il a souvent des questions de dilemme éthique, parce que d'un côté, il faudrait informer le patient, parce que le patient doit savoir ce qui se passe pour sa santé. Mais de l'autre côté, manifestement, plusieurs patients, ils ne veulent pas savoir. Ils ne veulent pas savoir. Et donc, on a le dilemme de donner des informations, mais pas trop pour ne pas déranger le patient, pour ne pas le stresser.
Pourquoi avoir fait, vous, ce choix dans votre formation de neurologie, de vous intéresser à un moment donné à cette maladie? C'est parce qu'on connaît très peu de choses que vous vous y êtes intéressé pour tenter de creuser un terrain nouveau, peut-être? Quand j'ai travaillé sur la maladie Alzheimer depuis 22 ans aujourd'hui, et j'ai commencé parce que je voulais faire de la recherche. Et en Italie, il y a 22 ans, on est en train de monter le Centre national pour la maladie Alzheimer, et j'étais dans le bon moment et dans le bon endroit. Peut-être, on espère. Et la maladie Alzheimer, c'était un défi parce qu'on ne connaissait presque rien sur la maladie Alzheimer. Et c'était un défi pour la recherche. Je voulais faire de la recherche et ça, c'était un sujet difficile. Et donc, je me suis dit, ça, c'est pour moi.